Peut-être, Sandra, je vais me tourner vers vous. Qu'est-ce que vous retenez de cette étude? Et vous, comment est-ce que vous vous projetez dans cette échéance de 2026? Est-ce que vous voyez les mêmes hiatus entre, par exemple, la demande sociale qui émane de votre territoire? Je rappelle que le territoire que vous représentez, c'est extrêmement rural. Il n'y a pas de ville-centre. Ce sont exclusivement des communes de 800 habitants, sauf une, c'est ça? Oui, en effet, le Kreisbreis, comme le nom l'indique, c'est le cœur de la Bretagne, estampillé territoire ultra-rural. Pourquoi? Parce qu'une densité extrêmement faible, 26 habitants au kilomètre carré, et surtout un phénomène très particulier dans l'aménagement de notre territoire qui est de n'être sous aucune influence urbaine. Donc effectivement, l'aménagement de ce territoire se fait de façon différenciée, mais je le dis tout de suite, en aucune opposition avec ces territoires urbains et métropolitains qui l'entourent. Et ça, c'est Quoi qu'on puisse dire, il n'y a pas d'opposition. quoi qu'on puisse dire. Quelques éléments sur ce qui est présenté. Je crois qu'aujourd'hui, le bloc local est certainement que beaucoup ici vont être d'accord avec ça. C'est d'abord l'amortisseur. On l'a vu précédemment, c'est un amortisseur social, vecteur de cohésion sociale, de lien de solidarité entre nos différentes populations sur nos territoires, infranationaux, infrarégionaux, et on voit bien qu'on tient les territoires au regard de tous ces usages divers et variés des territoires. Et je crois que les élus locaux que nous sommes vraiment au cœur de cette solidarité et de ce bien-vivre des différents styles de vie de nos territoires. C'est important. Rempart démocratique également, c'est le pendant de ce que je dis. On voit bien la déconnexion de certains scrutins nationaux, locaux, c'est flagrant dans ce que vous avez dit. Et puis laboratoire des politiques, de tout ce qui peut faciliter la vie quotidienne de nos concitoyens et concitoyennes, sans limite. L'innovation locale, bon, on est breton, on est attaché à ce qu'on fait, on est certain qu'il faut nous faire confiance sur le portage des politiques publiques au plus près des gens, donc ça nécessite aussi quelques élans de décentralisation nécessaires à tout ce qu'on a envie de faire. Donc je pense que nous sommes aujourd'hui le socle démocratique de proximité, de solidarité de l'ensemble des politiques publiques locales. Et ça, on l'a vu beaucoup, Sandra Lenouvelle, pendant le Covid. Peut-être que François, vous pourrez le confirmer, mais la place du bloc local et notamment la place du maire, alors peut-être ce que vous renvoyez à cette idée de présidentialisme municipal, mais on a vu que cette confiance vis-à-vis de la commune, de l'action communale et plus largement de l'interco a été véritablement consolidée par la période Covid, parce qu'au plus près des gens. Thomas Fromentin, vous, est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi du côté de Foix, où vous êtes? Est-ce que cette distance, si je puis dire, entre les enjeux qui se jouent dans les métropoles et dans les territoires plus ruraux, c'est quelque chose que vous percevez, et notamment cette dynamique apartisane? Je pense qu'une des grandes forces, j'aime bien l'idée de la collègue de dire socle démocratique. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé jusqu'à présent. Moi, je suis très attaché à cette idée de la culture du compromis. Et c'est vrai je pense qu'il faut qu'on soit un peu fiers, les intercommunalités, de ce que nous sommes. On a tendance à courir après le fait qu'on n'est pas élu au scrutin direct, qu'il faudrait peut-être une autre élection et autres. Mais en fait, que sommes-nous? Il se passe des élections à un moment, en même temps que les élections municipales, nous sommes désignés, et puis nous venons d'horizons différents, de communes différentes. Moi, sur mon territoire, j'ai une commune de 34 habitants. La plus grande ville est celle de Foix qui en fait 9700. On est d'horizons politiques différents, je pense qu'il faut le dire, et on met souvent, pas tous, mais souvent, dans nos bureaux politiques notamment, on a des gens de gauche, de droite, du centre, et on est là et on construit cette belle idée de projet de territoire. Et on avance. Moi, parfois, j'ai un peu l'impression que dans ce brouillard médiatique de la petite phrase, des réseaux sociaux et autres, on incarne cette force tranquille des territoires. Et le sondage, me semble-t-il, rappelle au fait que
Les Françaises et les Français, ils ont besoin de cette force tranquille des territoires. Mais cette force tranquille, on pourrait vous objecter qu'au vu du présidentialisme municipal, je reprends cette expression, de la personnification aussi des exécutifs, c'est peut-être pas vendeur de vendre un esprit de consensus. C'est peut-être pas vendeur, mais je pense sincèrement que c'est l'avenir et qu'on en a absolument besoin. Et que parfois, il faut résister à cet esprit du temps qui me semble délétère sur un certain nombre de sujets. Donc résistons. Résistons. Jean-Luc Moudenc. Peut-être que ce qui est possible à Foix et plus largement dans l'agglomération qui est administrée par Thomas Fromentin et donc cet exécutif local, puisque vous n'êtes pas seul, est-ce que c'est possible à Toulouse quand par ailleurs, la métropole, on ne sait pas bien, est-ce que c'est la ville, est-ce que c'est plus large? Tout ceci en fait n'est pas forcément très clair. Alors, la métropole toulousaine, c'est 37 communes, 850 000 habitants, avec une commune-centre qui assume traditionnellement le leadership, quelle que soit l'étiquette politique des maires successifs, tout simplement parce que nous représentons 63% des habitants. Donc, il n'y a pas de discussion. Et en même temps, je peux dire, et je parle de mes prédécesseurs d'abord, c'est que tous les maires de Toulouse s'attachent, malgré cette prédominance démographique, s'attachent à organiser la vie d'intercommunalité de manière extrêmement respectueuse des communes et des diversités politiques. Évidemment, 37 communes, Toulouse 520 000 habitants et Mondouzil, je fais la publicité pour Mondouzil, 250 habitants. Et le maire de Mondouzil est président d'un des 3 groupes qui participent à l'exécutif. Parce qu'effectivement, moi je suis d'accord avec Thomas, quand on regarde les différentes autorités publiques qui existent dans notre pays, à l'échelon national, régional, départemental, local, nous sommes, les intercommunalités, le seul échelon où on peut produire du consensus transpartisan, à condition bien sûr de le vouloir. Ce n'est pas quelque chose qui est automatique, c'est quelque chose qui est très répandu et je crois majoritaire dans nos intercommunalités. Alors évidemment, c'est plus difficile à faire en milieu urbain pour répondre à votre question, mais moi je l'ai fait. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est qu'au début du mandat, en 2020, j'ai discuté avec le groupe socialiste et divers gauche, le groupe des indépendants et radicaux de gauche. Moi-même, je suis dans le groupe de la droite, du centre et de la majorité présidentielle. Et on a mis 15 jours pour faire ce qui se fait dans d'autres pays que le nôtre en Europe, c'est-à-dire 15 jours pour rédiger nos orientations pour le mandat. Une forme de contrat de coalition, finalement. Oui, absolument. Et je souhaitais que ça soit formalisé par écrit, ce que je n'avais pas fait 6 ans auparavant par manque d'expérience. Donc, je l'ai fait par écrit. Et ça s'est passé très, très bien sur toutes les politiques publiques de la métropole toulousaine. Et j'ai tenu à ce qu'il y ait un paragraphe à la fin indiquant qu'à partir du moment où on était d'accord sur cette plateforme, eh bien, on se répartirait les responsabilités et qu'on s'engageait à voter tous les budgets et toutes les délibérations proposées par l'exécutif. Je n'avais pas fait ça en 2014, et donc j'avais un des partenaires qui exerçait les vice-présidences, des présidences de commission, mais qui ne votait pas le budget. Bon, voilà. Donc là, on a mis les choses en cohérence, et je peux dire, 5 ans plus tard, que ça se passe bien. On a donc réparti les responsabilités. Il y a un seul maire communiste qui a été mis dans l'accord, un seul maire génération qui a été mis dans l'accord, ce qui fait qu'on a isolé les Verts et les Insoumis, ce qui fait que quand je présente des délibérations comme hier encore à la métropole toulousaine, tout est voté à 85%. Et donc les choses roulent. Donc à partir du moment où on isole les Verts et les Insoumis, voilà. On a du consensus. Absolument. On a la chance de ne pas avoir de Rassemblement national. Donc on y arrive sans difficulté. Ouais, mais on y reviendra, Jean-Luc Moudenc, justement. La production du consensus, j'aimerais bien vous entendre. Sébastien Miossac, vous présidez Quimperlé Communauté, mais vous êtes aussi par ailleurs président délégué d'Interco de France. Est-ce que c'est vendeur pour le citoyen, la production du consensus? Est-ce qu'on peut faire exister cette notion dans le cadre d'une campagne des municipales? Alors, c'est vrai que Thomas, il a parlé de ce bien très précieux qu'est le consensus, le compromis, cette culture. On l'a vu, elle est plébiscitée dans l'enquête que François Cros a évoquée.
Et plébiscité par les Français. Et c'est cet esprit de coalition qu'on cherche encore. Et en même temps, les Français, on le sait, sont passionnés de politique. C'est vrai. Il disait, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, on a Bruno Cotresse, je crois, le disait, il n'y a pas un pays où il y a autant de politique à la télévision. On peut regarder des émissions de débat politique du matin au soir, sans compter les rediffusions la nuit. Et donc, on est passionné de politique, mais en même temps, on loue cet esprit de consensus qui est quand même particulier à l'intercommunalité. Et c'est le fruit de l'histoire, c'est le fruit de mode d'organisation, mais le mode de scrutin en tant que tel, aujourd'hui, il peut être aussi plus politique qu'il ne l'est. Aujourd'hui, le mode de scrutin dans nos intercommunalités, dans les communes de plus de 1000 habitants, peut-être demain dans toutes les communes, si le projet de loi qui est en discussion au Parlement aboutit avec un vote au scrutin de liste dans toutes les communes de France, on aura le même mode de scrutin que Paris ou Marseille, c'est-à-dire que l'élection en arrondissement et à l'échelle de la ville sera le même mode de scrutin que ce qu'on a nous dans nos communes et à l'intercommunalité. Parce que Thomas dit nous ne sommes pas élus au scrutin direct, nous sommes élus au scrutin direct dans les communes de plus de 1000 habitants, si on regarde administrativement les choses. Même si la pratique politique, l'usage politique n'est pas le même. Dans nos communes, rares sont les intercommunalités, on pourra peut-être faire un sondage à main levée, mais je pense qu'il n'y a quasiment aucune intercommunalité ou dans toutes les communes de l'intercommunalité, avant l'élection municipale, enfin dans le cadre de la campagne, on se rattachait à un programme pour la communauté de communes ou d'agglomération ou de métropole. Parfois, on a des sensibilités politiques, des étiquettes, des appartenances à un parti, mais ça reste quand même une exception, parce qu'on a aujourd'hui aussi, y compris chez les élus locaux, une départisianisation, je ne sais pas si ce néologisme est clair, mais on est de moins en moins à être encarté, à être engagé dans un parti politique. Ce qui est peut-être aussi un sujet, moi je suis un homme j'ai une quinzaine de copains de Quimperlé Communauté dans la salle, donc je parle sous leur contrôle, mais je pense être un homme de compromis, réuni autour de moi toute la représentation du territoire. Mais je suis aussi un homme engagé politiquement, et c'est parfois un peu cet équilibre entre l'engagement politique et le fait d'être aussi, à travers la responsabilité d'être présidente ou président d'Interco, d'incarner ce groupe, ce collectif. On verra peut-être tout à l'heure, qui est peut-être encore plus compliqué quand on va se rapprocher des élections municipales. Mais justement, j'aimerais bien qu'on y aille, si vous permettez, Sébastien, parce que là, ce que vous nous dites finalement, c'est que dans l'absolu, il faudrait faire exister, c'est ce que je comprends, l'intercommunalité dans le cadre de cette campagne. Pourquoi on a un plan de campagne? Pourquoi est-ce qu'on a des propositions dans le cadre d'une mairie? Et pourquoi on n'en aurait pas dans le cadre d'une intercommunalité? Pourquoi on ne les porterait pas dans le cadre de cette campagne des municipales qui s'annonce? Parce que, est-ce que ça viendrait un petit peu gratter sur cette culture du compromis où on fait tout en collectif? Mais après tout, on a vu des maires être catégoriques sur la municipalisation. On appelle municipalisation de la gestion de l'eau, typiquement. Est-ce qu'on peut parler de municipalisation quand finalement c'est l'intercommunalité qui porte ce projet de manière justement transpartisane? Est-ce qu'il faudrait ça? Et est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que ça veut dire l'un dans l'autre qu'il faut politiser l'objet interco dans le cadre de cette campagne, avec le risque, mais on vous entendra Jean-Luc Mouninck et les autres, d'arriver en fait à cet écueil peut-être, je ne sais pas, de ce qui se passe dans les plus grandes agglos? D'abord, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui sont de la responsabilité de l'intercommunalité, qui sont extrêmement politiques. Quand on parle de mobilité, quand on parle de transition énergétique, quand on parle des politiques en matière d'habitat, c'est très politique. C'est au cœur des attentes des Français, et c'est pour souvent des politiques publiques qui ne peuvent se mener qu'à l'échelle intercommunale. Donc c'est légitime et souhaitable qu'on ait des débats sur ce qu'on veut faire de ces enjeux politiques. Et en même temps, il n'y a pas une intercommunalité qui ressemble à une autre. Il n'y a pas un bassin de vie qui ressemble à une autre. Jean-Luc évoquait sur Toulouse, c'est probablement possible de façon très différente à Quimperlé Communauté ou dans les intercos des collègues. Parce que le poids, la représentation, l'équilibre entre les uns et les autres, les histoires politiques, il y a des territoires où il y a une sorte de monocolore, de sensibilité monocolore. Donc c'est parfois même entre copains de la même sensibilité qu'on va se chamailler. Et puis la politisation, est-ce qu'elle se fait... Enfin, mon avis personnel, c'est qu'elle doit se faire, y compris au moment de la campagne. Mais parfois, c'est après la campagne. Jean-Luc l'évoquait sur Toulouse, qu'au moment, on vient de dire, voilà, on a été élus, chacun dans nos communes, avec nos sensibilités, mais on construit ce contrat de coalition. Et donc, on fait bien un projet politique, mais qui, de fait, est le fruit de la campagne
et n'est pas forcément présentée telle qu'elle. Enfin, je ne sais pas comment c'était en 2020 sur Toulouse, Jean-Luc, mais n'est pas forcément présentée telle qu'elle. Je vais prendre par exemple mes amis socialistes. Je ne sais pas s'ils ont dit dans leur campagne municipale, à la métropole, on s'alliera avec Jean-Luc Boudingue. Surtout pas, nous dit-il. Je me doutais de la réponse. J'aimerais bien. Alors, Thomas Fromentin, puis Sandra Lenouvelle là-dessus. Ouais. Alors, moi, je pense qu'il faut vraiment tordre le cou à une idée. On fait de la politique. Pardon. Donc, il faut tordre le cou à une idée. On fait de la politique. Quand on fait un réseau de transport, quand on s'occupe de l'eau et de l'assainissement, en fonction des choix que nous faisons, quand on fait de la culture, du sport ou autre, mais tout est politique. Et justement, je pense qu'il faudrait qu'on sorte aussi de ça, de cette image de l'intercommunalité qu'on nous colle trop, que d'ailleurs certains instrumentalisent bien, comme quoi nous serions une technostructure, une sorte de, parfois même, de supplétif de l'État quand il veut faire passer certaines choses. Vous etc. êtes un peu comme l'Union européenne, finalement. Oui, exactement. Et justement, l'Union européenne fait de la politique. Et on fait de la politique dans cet esprit, encore une fois, qui consiste à dire qu'il y a des élections, chacun sur son territoire, et puis qu'après, il faut qu'on se mette d'accord. Mais pour se mettre d'accord, il faut bien que ceux qui ont des idées différentes, ils avancent leurs arguments, ils disent ce qu'ils en pensent, et on arrive à trouver un accord commun. Et c'est ça qui fait notre raison de vivre, j'allais dire presque. Mais par contre, je veux dire à l'inverse que je pense que nous avons un enjeu, c'est de sortir, j'insiste, sur cette vision parfois trop techno, trop technique de nos intercommunalités. Ça peut parfois construire une sorte un peu d'épuisement démocratique, de l'impression d'être dans des logiques Après, trop techno. c'est aussi, Thomas Fromentin, lié aux missions de l'intercommunalité. Mais quand on peut avoir, je ne sais pas, les questions de logement, les questions d'assainissement, il y a quelque chose de profondément technique qui implique aussi une montée en compétences à la fois des agents, à la fois des élus, et une difficulté peut-être à faire de la pédagogie auprès des administrés. Et c'est aussi ça l'enjeu. Comment on rend palpable, comment on peut avoir une histoire sensible, si je puis me permettre, avec une interco qui va vous parler assainissement, déchets. Est-ce que ça, c'est possible ? Alors, je pense que les collègues dans la salle qui ont mis en place des redevances incitatives ou des taxes d'enlèvement des ordures ménagères incitatives savent tous que c'est très politique de choisir si on prend une redevance ou si on prend une taxe d'enlèvement des ordures ménagères, si elle est incitative ou si elle n'est pas incitative, la manière dont on va collecter devant les gens. Là, je vous assure que vous faites de la vraie politique, et y compris quand vous allez boire le café au marché le vendredi matin, comme je le fais, parce que c'est le sujet dont on vous parle quand vous êtes dans votre café et votre croissant. Oui, mais et alors, ça va se passer comment exactement, l'incitatif ? Oui, on fait de la politique. Sandra Lenouvelle. Oui, parfaitement. C'est pour ça que moi, au-delà de la terminologie culture du compromis, je parle plus volontiers de culture du ralliement à un projet de territoire. Et ce projet de territoire écrit, porté par une majorité au conseil communautaire, d'agglo, etc. Et parce que c'est important, dessiner un destin, écrire le récit d'un territoire, ça se porte politiquement, et effectivement, il en va de la façon dont on collecte les déchets, dont on les traite, dont on gère l'aménagement, depuis les zones d'activité économique jusqu'à nos services petite enfance. Et effectivement, absolument tout est politique, même les lieux d'implantation des bornes recharge voitures électriques, superpuissance, centralité, pas centralité, accessible. Attends, c'est-à-dire, les bornes de recharge, c'est politique, c'est-à-dire ? Parce qu'on pourrait imaginer qu'il y a effectivement des choses qui échappent aux politiques et qui ne concernent que des données techniques, etc. Sauf que les choix qui sont faits de lieux d'implantation, ça dit des choses. Quand on travaille sur un territoire qui doit acter la sobriété foncière, on travaille sur tout ce qui peut concourir à la sacralisation des centralités, par exemple. Et c'est le cas pour les territoires ruraux à l'heure du ZAN, par exemple. Et effectivement, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de sujet techno.
Il n'y a que des impulsions politiques qui répondent à un projet politique, une vision et un récit de territoire, et tout doit y concourir. Mais si je prends cet exemple et je tire votre fil sur les bornes de recharge, ça veut dire que le choix de l'implantation d'une borne de recharge, c'est politique. C'est-à-dire, je ne la mets pas sur la nationale parce qu'on va traverser mon territoire pour aller d'une grande ville à une grande ville. Je le mets au centre d'un bourg de 800 habitants, pardon, c'est peut-être pas le bon mot bourg, d'une petite ville. Et donc, du coup, je rends service à mes habitants. Et c'est ça que vous voulez dire ? C'est à peu près ça, c'est plus quand même de l'aménagement et de la planification. Pour certains, c'est encore un gros mot, mais je ne le crois absolument pas. Donc, c'est pas tant ça, mais je le mets au cœur d'une zone multimodale de mobilité, où là, je trouve la totalité des services de desserte de mobilité dans un cœur de ville où on sacralise les zones de petits commerces alimentaires, etc. En effet, ouais. Et par exemple, si je tire un autre fil dont on a parlé un petit peu hier, c'est la question des transports gratuits. Dans quelle mesure ça, c'est le genre de choses que vous pouvez porter ou pas ? Enfin, la question des mobilités, on l'a vu dans ce que nous présentait François Cros, elle est aussi centrale dans les thématiques qui vont être au centre des débats de ces municipales. Ça, typiquement, sur un territoire comme le vôtre, comment ça se passe, Sandra Lenouvelle ? Alors c'est un des sujets les plus passionnants et c'est un des sujets qui illustre le plus l'intérêt de travailler avec l'ensemble des partenaires institutionnels. Chacun son job, les grandes dessertes de mobilité à la région et les transports et en particulier le transport à la demande porte à porte aux collectivités rurales en particulier. Clairement, c'est comment les jeunes en particulier, mais les citoyens des territoires très ruraux sortent de ce territoire, ou en tout cas en parlent, en se disant moi, je n'ai pas été empêché sur mon territoire. Il y avait plein de choses, mais j'y ai eu accès parce qu'il y avait un transport de mobilité à la carte, à la demande, extrêmement adapté pour aller dans les différents services publics. Et notre rôle de bloc local, et c'est aussi pour ça que nous sommes reconnus en étant l'amortisseur social et le rempart démocratique, c'est qu'on donne accès. On donne accès. Et aujourd'hui, c'est un enjeu fondamental parce qu'il existe beaucoup de choses, beaucoup de dispositifs au niveau national qui font passer souvent le citoyen par des plateformes numériques ou autres. Et nous, on est là justement pour éviter cette fracture sociale de l'accès à et du lien. Et la fracture numérique qui, du coup, aussi est au centre. Qui la renforce, clairement. Et donc, on a un job déterminant sur la lutte contre la fracture sociale. Jean-Luc Moudenc, qu'est-ce que vous inspire justement ces échanges, vous, quand on voit justement les enjeux qui seront au centre de ce scrutin et qu'on a découvert donc dans ce sondage de l'IFOP, qu'est-ce que vous retenez, et notamment au-delà des questions d'eau, d'assainissement, de déchets, qui sont des questions, on le disait, extrêmement politiques. La question des mobilités est aussi centrale, c'est véritablement un droit fondamental. On n'est pas au même endroit quand on est à Carbraith qu'à Toulouse Métropole. Qu'est-ce que ça veut dire pour un territoire comme la métropole de Toulouse ? La métropole de Toulouse, de par le développement économique qui est le sien, de par la démographie, la dynamique démographique qui est la sienne, fait que la question des mobilités, elle revient à chaque élection. Il n'y a pas une élection municipale à Toulouse sans que l'on parle mobilité, sans qu'il y ait de projet de mobilité. En ce moment, on est en train de construire une 3e ligne de métro. C'est le projet de transport en commun le plus important de France après le Grand Paris Express, ce qui montre d'ailleurs que le consensus multipolitique, de plusieurs sensibilités, ce n'est pas forcément un consensus mou qui consiste à être d'accord pour être d'accord, mais à faire de la politique, comme disait Thomas, au meilleur sens du terme. Mais Jean-Luc Moudenc, tout le monde sera d'accord pour avoir une ligne de métro supplémentaire. Ah, écoutez, ça n'a pas été le cas. Non ? Non, il y a eu débat. Voilà, par Faciliter la mobilité de ces usagers, ça fait débat. Ah non, mais parce qu'il y a d'autres solutions proposées. Sauf que moi, j'avais proposé une 3e ligne de métro. Mais les collègues insoumis et verts, pour reparler d'eux, puisque je vois que ça a suscité quelques succès, ils n'étaient pas pour. Voilà. Non, mais il y a eu un débat, il y a des débats. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'effectivement, nos intercommunalités, surtout les plus urbaines, qui peuvent être perçues comme des outils très technocratiques, des machines, il faut le dire du point de vue de la démocratie, ce sont d'abord des lieux de débat. Parce que pour arriver à faire converger des communes de tailles différentes,
des élus de sensibilités différentes, ben, il faut prendre le temps du débat. Le respect, ça implique le débat, le dialogue, et sur tous les sujets qui sont des sujets compliqués, qui sont des sujets lourds, avec des enjeux financiers considérables, eh bien forcément, l'intercommunalité, c'est sans doute le lieu où le débat contradictoire entre élus est le plus poussé et le plus développé. Et c'est ça qui permet la convergence, je dirais la convergence solide autour des politiques publiques que nous retenons. Alors après, je dois vous dire par contre qu'il y a un endroit où le débat n'y est pas sur l'action intercommunale, c'est le débat municipal. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de suffrage universel direct. Il a été question dans la loi qui a créé les métropoles en 2014 de l'instaurer, mais les gouvernements successifs qui ont traité cette question ne sont pas parvenus à une solution qui soit acceptable et qui surtout soit respectueuse du fait communal. Parce que moi, je ne suis pas pour des métropoles qui écrasent les communes. Et ce qui fait que quand on a une campagne municipale, puisque vous parliez un petit peu de ce temps que l'on va vivre dans 18 mois, bon ben, soyons francs, on amalgame Bien sûr. les sujets communaux et métropolitains, et il n'y a pas grand monde pour nous le reprocher. Parce qu'il y a la question aussi, mais ça c'est la position par exemple du politiste Rémi Lefebvre qui a travaillé sur les intercommunalités, c'est parce qu'il n'y a aussi pas véritablement de publicité, de publicisation des débats et que tout ceci peut paraître un peu lointain aux administrés, que la presse ne s'y intéresse pas forcément, donc ça permet aussi ce genre de choses. Vous vouliez intervenir Sébastien, puis ensuite j'aimerais entendre François. Je rebondis sur ce que je disais encore tout à l'heure. C'est aussi une question de culture. Le mode de scrutin en tant que tel, il est le même mode de scrutin qu'à Paris, où dans chaque arrondissement de Paris, on se rattache à un projet, à une incarnation qui a vocation à être le ou la maire de Paris avec un projet pour Paris. Techniquement, c'est possible. Après, c'est une culture. Et en effet, on n'a pas cette habitude dans chacune de nos intercos de se dire avant les élections, on va se rattacher à un projet, à une incarnation pour l'intercommunalité. Et peut-être ce qui complique aussi cette évolution politique communautaire, c'est notre responsabilité que je trouve très précieuse, notamment dans le moment présent, mais d'être l'intercommunalité, on est souvent aujourd'hui le territoire, l'institution du temps long. On doit construire des plans climat, on doit construire des PLUI, on construit des schémas de mobilité qui ne sont pas sur des échéances de 3, 4 ans, 5 ans comme une élection, qui nous amènent sur 5, 10, 15 ans. Et donc, comme on dépasse les échéances municipales, l'échéance du mandat, on se pose peut-être, on pose le sujet peut-être moins politiquement au sens de choix politiques partisans, même si on fait souvent des choix. Jean-Luc l'évoquait, j'imagine que la ligne de métro, elle ne s'est pas décidée et réalisée en 2 ans. Enfin, j'imagine, j'en suis même sûr. C'est le fruit de 2 ou 3 mandats, j'imagine, entre l'émergence de l'idée et la concrétisation. Et donc cette dualité entre court terme et moyen terme et long terme, c'est peut-être un sujet. J'illustre avec un sujet à Quimper-les-Communautés en 2020. Donc j'ai été élu une première fois en 2014, réélu en président en 2020. Et donc j'ai proposé aux collègues, alors même qu'on venait de valider un SCOT et qu'on terminait un PLUI, donc qui était plutôt le projet de territoire du moyen et du long terme, de se mettre d'accord, alors non pas un contrat de coalition, parce qu'il n'y a pas de groupe, mais un projet de mandat, une feuille de route du mandat, pour se dire pendant les 6 ans qui viennent, c'est quoi nos priorités, évidemment en cohérence avec les autres documents stratégiques qu'on avait posés, mais voilà, politiquement, les 6 ans qui viennent, on s'entend sur quoi. Est-ce que c'est plus simple quand on n'est pas maire ? Alors moi je le suis, oui. Mais je ne suis pas maire de la ville-centre. Ici on est 4 élus, on est 2 maires, un de la ville-centre, un d'une autre commune et 2 qui ne sont pas maires. Et en effet je pense que c'est aussi une des différences. Et à Quimper-les-Communautés, rare a été, enfin une fois sur les 6 présidents de l'intercommunalité, il y a une seule fois c'était le maire de la ville-centre, une autre fois un adjoint de la ville-centre, et sinon ça a été des maires de communes de la communauté. Et ça, il n'y a pas de règle. Qu'on ait une grande ville, une petite ville, voilà, c'est un choix. C'est une question d'esprit. Mais c'est aussi, ça révèle des choses. Ouais. Jean-Luc Moudingue, rapidement, et ensuite je repasse la parole à François. Juste pour rebondir, et en illustrant le propos, rebondir sur ce qu'a dit Sébastien. Cette 3e ligne de métro, je l'ai présentée en 2014 et ça a été très clivant. Tout le monde n'était pas d'accord, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai été élu. Une fois que j'ai été élu, j'ai mis le sujet sur la table, j'ai fait des propositions, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Dans le cadre de l'intercommunalité, j'ai discuté avec des partenaires. Et la ligne que nous sommes en train de construire,
ce n'est pas exactement la même que celle que j'avais proposée au début. Pourquoi? Parce qu'en nouant des partenariats avec d'autres communes, d'autres sensibilités, en faisant profiter cette ligne, je dirais, au-delà de ce que j'avais pu imaginer au début, le projet a été modifié. Et en étant modifié, c'est devenu le projet de tout le monde et non plus simplement le projet de Jean-Luc Moudin, et même d'une intercommunalité qui doit être représentée, j'imagine, ici, qui est le SICOVAL, donc une coopération aussi entre la métropole et la communauté d'agglo qui est mitoyenne. Avant de vous donner la parole, François Cros, dans votre étude, vous avez évoqué aussi la question de la défiance vis-à-vis des institutions, les logiques de pouvoir, le président aurait trop de pouvoir versus le maire qui est en train d'en perdre potentiellement. On voit bien que, et peut-être que le Covid a participé aussi de ce climat de confiance régénéré, si je puis dire, avec le bloc communal. Peut-être que ce bloc communal peut permettre de recréer un climat de confiance entre les administrés, les usagers, les citoyens que nous sommes et les institutions. Est-ce que ça, vous le percevez? Et est-ce qu'il y a quelque chose aussi de ce contrat de coalition qui globalement fonctionne dans les intercommunalités, qui du coup est vraiment plébiscité par les citoyens? Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, la question de la confiance, oui, le maire reste avec le président d'intercommunalité l'élu préféré des Français parce qu'il apparaît celui qui constitue la personne qui s'occupe des services au quotidien. Donc là, c'est bien sûr encore un gage, un élément d'assurance et de sécurité pour les Français. Dans notre enquête, je dirais qu'il y a quand même la question de la politisation. Pour reprendre un vieux slogan, tout est politique. Et bien sûr que pour moi, il y a un hiatus très important entre la manière de présenter les politiques publiques à l'échelle locale, qui est essentielle dans la perspective de la fin de mandat pour que les élus se l'accaparent. Il faut que les Français aient le sentiment que c'est à cause de la personnalité, à cause de l'élu, que les services du quotidien fonctionnent. Et là, aujourd'hui, il y a un problème parce que le président d'Interco reste encore extrêmement invisible avec un taux de notoriété qui est quasiment 2 fois plus faible que celui du maire. Mais là, il y a un hiatus dans ce que vous dites. Finalement, il faudrait mettre en avant un exécutif qui est capable de porter un esprit de consensus avec un président d'Interco et ses vice-présidents et un projet de territoire. Et de l'autre, vous dites il faudrait une forme de personnification encore plus grande du président de l'intercommunalité. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans qui est un peu antinomique? C'est la contradiction des Français. On a aussi, par exemple, à l'échelle locale, on a un hiatus entre les forces nationales qui sont très présentes, on parlait de LFI, du RN ou de Renaissance, sur le champ national, par exemple, à l'élection présidentielle, et qui sont quasiment absentes des exécutifs locaux. Et donc, on se retrouve aussi avec des enjeux qui sont très politisés, notamment dans les grandes métropoles, où on a plutôt un niveau de connaissance des actions qui est faible, une notoriété des présidents aussi qui est assez faible. Et on a des populations qui sont très politisées et qui votent, on l'a vu dans l'enquête, 20 points d'écart, encore dans une logique partisane. Alors que dans le reste de la France et du tissu urbain, on est sur une volonté de rassemblement et des électeurs qui sont plutôt, comme vous le disiez, dans cette logique transpartisane qui est la culture habituelle des intercommunalités. Là-dedans, Thomas Fromentin, j'aimerais bien aussi vous entendre là-dessus, mais vous tirez le fil que vous voulez. On voit bien que la question de la défiance vis-à-vis des institutions et des citoyens, même si on a vu une grande participation, une participation inédite depuis plusieurs années aux législatives, mais peut-être parce que l'enjeu était extrêmement clair, quoique un tiers des Français ne s'est pas rendu aux urnes. Il y a quelque chose aussi de l'action peut-être à repenser, d'une forme de gouvernance encore plus horizontale qui inclut le citoyen dans le cadre des intercommunalités. Peut-être là-dessus, est-ce que du coup l'intercommunalité peut redevenir l'espace par lequel le citoyen revient dans la grande conversation politique? Je pose ça là. Thomas Fromentin. Oui, juste pour poursuivre, moi, si je prends mon expérience personnelle, mais on a tous des caractères différents. Moi, j'avoue que cette question de personnification du président de l'intercommunalité... Elle vous gêne? Ouais, ça me passe un peu au-dessus, pour dire les choses. J'ai une conviction profonde, c'est que l'avenir des communes passe par l'intercommunalité et que l'inverse est vrai, l'avenir de l'intercommunalité passe par ses communes. Et que le maire reste quand même une institution... Et je ne suis pas maire, c'est un non-maire qui vous le dit. Que le maire reste vraiment une institution référencée et que quelque part,
c'est un peu bête ce que je veux dire, mais il faut en prendre soin. Et que moi, à partir du moment où mon rôle de président, c'est celui d'assembler, de faire de la politique dans une logique où on assemble, où on fait un projet de territoire ensemble, où on ouvre des services publics, où on garantit des services publics pour les gens, et où de temps en temps dans la rue, on m'appelle président parce qu'on a un peu repéré la tête que j'avais, franchement, entre guillemets, pour moi, le contrat, il est rempli. Il est, me semble-t-il, rempli. Et du coup, je me permets de glisser un peu sur cette question de confiance. On a vu à quel point, dans ce qui nous a été montré hier, la question de la confiance dans les institutions devient de plus en plus centrale en France et que cette logique de défiance est de plus en plus forte. Mais la confiance, ça ne se décrète pas. La confiance, ça se cultive, ça s'entretient, c'est fait d'un peu d'exemplarité, c'est fait de beaucoup de proximité. C'est pour ça aussi que je crois aussi que là, nos intercommunalités ont de l'avenir là-dessus, parce qu'on peut être, on est déjà, on peut être mieux encore, un espace qui regroupe les maires dans une logique de projet, en associant beaucoup mieux, et moi j'avoue que je n'ai pas trouvé la solution, j'ai essayé plein de choses, mais je suis très insatisfait de ce qu'on fait jusqu'à présent, les conseillers municipaux, qui sont quelque part une force de frappe absolument incroyable. C'est des collègues qui se sont dit, moi j'ai envie de m'engager, ils sont extrêmement nombreux, et on les raccroche, moi en tous les cas j'ai le sentiment de les raccrocher mal pour l'instant à l'idée intercommunale, et bien sûr il y a la question de la participation des habitants, mais ça c'est encore une étape supplémentaire, mais vraiment, moi ce que je me suis dit, c'est si jamais je dois continuer, la question de l'implication des conseillers municipaux, je pense qu'il faut faire mieux, il faut faire mieux sur ça. Ce que j'entends là-dedans, c'est que finalement l'intercommunalité peut être le bon échelon pour l'innovation démocratique, pour à la fois impliquer ces conseillers municipaux, mais aussi les citoyens, dans un projet de territoire, des citoyens qui de plus en plus demandent à participer de manière claire. Là-dessus, vraiment rapidement, et on vous passe la parole. Jean-Luc Mounin, que vous vouliez ajouter quelque chose. Oui, là-dessus, ce que je crois, c'est que quand on regarde le système politique français, une démocratie malade, nous sommes à l'échelon communal, à l'échelon intercommunal, détenteurs de deux solutions auxquelles les Français adhèrent. Les maires sont détenteurs de la proximité et l'intercommunalité est détentrice de la convergence. Les gens, évidemment, veulent de la proximité pour que leurs attentes et leurs besoins soient connus et pris en compte, mais ils veulent aussi que dans un paysage politique extrêmement éclaté, dans une assemblée avec une assemblée nationale bordélisée, ils veulent que les élus soient capables de travailler ensemble, même s'ils ne sont pas de la même famille, tout en restant dans leur propre famille, dans le respect. Et ça se fait au niveau intercommunal. Donc forcément, nous proposons, nous, à l'échelon communal et intercommunal, ces deux atouts qui viennent revigorer la démocratie. Et ces deux atouts-là existent à ce point développés uniquement à notre double niveau. Rapidement, Sandra Lenouvelle et Sébastien Miossec sur cette question, et ensuite on rallume la salle. Il n'y a pas les habitants des communes d'une part et les habitants de l'interco d'autre part. Et je suis parfaitement persuadée, comme Thomas, que effectivement la reconnaissance de la personne qui incarne le lead d'une interco, à la limite, c'est même pas la limite, peu importe. Aujourd'hui, l'action communautaire, elle n'est légitime que par le prisme des communes, des maires, des élus locaux qui portent ce projet de territoire quand il est partagé et quand il est assumé par l'ensemble des élus du territoire. Et effectivement, sans ce lien de confiance, sans ce portage politique au plus près au nom du principe de subsidiarité que sont les communes et l'exécutif des communes, il ne se passe absolument rien sur les territoires. Je partage la déception de Thomas sur la capacité à fédérer les conseils municipaux. Sur Quimper-les-Communautés, c'est 340 conseils municipaux. Et en même temps, c'est stratégique parce que c'est vraiment les premiers porte-parole, relais de l'action intercommunale. Et c'est souvent 340, c'est souvent bien plus que tous les citoyens qu'on arrive à associer sur des processus
de participation citoyenne sur nos projets, sur nos PLUI, nos plans climat, etc. Pour autant, est-ce qu'il ne faut pas le faire? Ah ben, il faut faire les deux, évidemment. Mais on voit bien que, je prends souvent cet exemple qui est peut-être un peu caricatural, mais quand je suis maire depuis 16 ans, j'ai fait un PLU dans ma commune, puis un PLUI à l'intercommunalité. PLU dans ma commune, j'ai eu plus de monde à les réunions publiques que le PLUI, alors même que les enjeux étaient finalement cousins, pas tout à fait les mêmes, parce qu'il y avait une dizaine d'années d'écart presque entre les deux documents, mais on voit bien que la proximité municipale reste quand même l'espace de projection de l'habitant, même si dans sa vie quotidienne, il va faire ses courses, ses loisirs, etc., au-delà de sa commune. Donc on se projette malgré tout dans le projet à l'échelle de sa commune. Et puis ça fait 1 heure qu'on est là, on n'a pas encore parlé d'argent, donc ça c'est vrai. Bien. Mais malgré tout, je me permets juste d'ajouter ce petit point-là. J'ai des obsessions, Sébastien le sait. Non, mais concrètement, on le disait hier, et on l'a dit à la ministre Vautrin après son intervention, y a dans les choix budgétaires qui sont faits, il y a aussi cette question de confiance. Confiance de la population, mais même confiance des élus. Comment, dans la campagne municipale de 2026, pour bien rester sur le thème de la table ronde, eh ben, on va se projeter en se disant, mais alors, qu'est-ce que je vais m'embêter, pour rester poli, à me représenter, ou est-ce que moi, citoyen, est-ce que je vais vraiment m'engager dans le mandat municipal et communautaire, alors même que j'aurai peut-être pas d'argent, les moyens de mener à bien des projets. Donc cette question des moyens financiers, des moyens humains, c'est aussi une question aussi assez psychologique et assez comment dire, fondatrice enfin, c'est un élément en tout cas qui nous guide dans notre engagement. Ouais, gérer la carence, c'est forcément moins évident. Et juste rebondir aussi sur la question qui a été posée et présentée par François Cros sur l'impôt. On a l'impression qu'aujourd'hui il y a une forme de consensus à dire qu'on dépense trop d'argent, que la dépense publique c'est mal et qu'il faudrait par nature réduire les impôts. Moi, j'assume d'être un homme de gauche et de me dire que c'est pas forcément. On peut toujours parler d'efficacité de la dépense publique, mais on voit bien que dans le sondage, il y a en gros un quart qui ne répond pas, ce qui aussi veut dire quelque chose. Ils n'arrivent pas à choisir entre se dire alors, service ou impôt ou service. Et après, c'est partagé, moitié-moitié. Donc, sans trahir les chiffres qui ont été présentés tout à l'heure. Et j'en profite pour prendre ma casquette de président délégué, et après j'arrête. Cette enquête-là, elle est aussi la nôtre partout dans nos intercommunalités. Donc celle d'aujourd'hui, celle d'avant-hier, via les outils de l'intercommunalité de France, vous y aurez accès. Et n'hésitez pas à l'exploiter, et notamment toutes les nuances. Vous l'avez vu, on a fait quelques zooms par type de communauté, par proximité partisane, etc. Utilisez-les dans vos territoires pour pouvoir en tirer des nuances par rapport à nos problématiques territoriales. Je me permets de faire de la pub, François. Merci beaucoup. Alors, il va y avoir un micro et on va prendre, si vous êtes d'accord, 3 remarques, parce qu'évidemment, il va falloir qu'on cavale un peu après le temps. Est-ce que... Ne me dites pas que vous êtes timide. Pas ici, pas maintenant. Des remarques, des interrogations. Monsieur au 4e rang, bonjour. Andrew Lincoln, donc, vice-président de la communauté de communes des Abers. Une question sur le rôle des conseillers municipaux dans nos intercommunautés. En forme de provocation un petit peu, est-ce que les présidents ici, est-ce que vous appliquez la loi? C'est-à-dire, je fais référence, je pense que c'était un amendement de François Patria dans la loi participation et proximité. Et la loi dit que tout conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de son maire a le droit de participer, son droit de vote, dans les commissions de la communauté de communes. Donc, est-ce que vous appliquez la loi? Est-ce que vous encouragez les conseillers municipaux à participer aux commissions? Chez moi, ça a été refusé. Il y avait une majorité qui ne voulait pas appliquer la loi, mais en même temps, on a bâti un projet de territoire avec tous les conseillers municipaux. Merci beaucoup pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Eh bien, écoutez, on va répondre si vous êtes d'accord. Sandra, vous voulez répondre? Ah oui, parfaitement, parce que la réponse est oui. Et je crois même qu'on peut aller plus loin sur le processus
décisions démocratiques qui doivent faire œuvre dans nos communautés de communes et d'agglos. Moi, par exemple, je me refuse de participer aux commissions par principe de mon absence, en imaginant que ma présence puisse, à certains égards, brider quelques prises de parole. Donc effectivement, tous les conseillers municipaux, donc tous les élus du territoire du Kreis Breizh sont invités à participer aux travaux des commissions de la communauté. Il n'y a pas un dossier qui est vu en délibération sans être passé ni en commission, des fois mixte, ni au bureau. Et je vais plus loin. Sur certaines thématiques, j'ai proposé que des conseillers municipaux intéressés par certaines thématiques, l'énergie renouvelable, le mal logement, etc., soient animés, portés par des élus soucieux de s'investir et donc faisant des propositions aux commissions. Aujourd'hui, c'est extrêmement suivi parce que la légitimité des élus qui s'impliquent sur ces sujets-là, elle ne fait pas l'ombre d'un doute. Est-ce que c'est pas plus simple dans une communauté de communes comme la vôtre que, je ne sais pas, dans une XXL avec 300 000 habitants et 350 conseillers municipaux? Je ne sais pas. Thomas? Oui, je sais. Je ne sais pas non plus, moi je peux dire ce qu'on a fait. Oui, nous avons. Alors en plus, je peux le dire clairement, parce que moi j'étais très sceptique au fait d'intégrer les conseillers municipaux dans les commissions intercommunales. Donc moi je le dis. Et puis en fait, il y a eu discussion et il y a eu volonté de faire. Et donc les commissions se sont remplies, mais là où je suis déçu, parce qu'il faut qu'on se dise aussi, c'est que en fait elles se remplissent au début, et puis après, il y a quand même beaucoup moins de monde. Hein, on est d'accord? Voilà. Donc, bon, ça, c'est quand même la déception. Après, ce qu'on a fait à notre tout petit niveau, on envoie une lettre d'information mensuelle à l'ensemble des conseillers municipaux, très, très pratique sur ce qu'on fait, ce qui a été fait au sein de l'intercommunalité, parce que l'information, c'est important. Et j'ai essayé un système qui consiste à, une fois par an, proposer par vallée aux conseillers municipaux de venir avec une soirée, apéro, etc., et pour parler des sujets intercommunaux. Bon, ça marche correctement, mais vraiment, il y a 500 conseillers municipaux. J'arrive pas à voir les 500. Peut-être qu'il faudrait que je fasse les 42 communes, mais c'est quand même voilà, pas évident non plus. Bon, mais il faut travailler là-dessus. Oui. Sébastien. C'est sûr que 16 communes, aux 42 ou à 150, comme certains collègues, on peut pas avoir les mêmes pratiques. Quand on a une interco où il faut faire 2 heures de route d'un bout à l'autre, ou quand on a tout à 15 minutes, on ne fait pas la même pratique aussi. Quand on a des vallées de montagne, quand on est dans la plaine, on ne fait pas la même chose non plus. Et cette question de la gouvernance, pour autant, elle est extrêmement précieuse. Sans recette magique, parce que je redis, il n'y a pas un territoire qui ressemble à un autre, mais c'est un des messages que je porte au sein de notre association, et je pense qu'il est notre responsabilité, c'est de nous alerter, nous élus sortant en fin de mandat, de faire ce point sur la gouvernance. Moi, j'ai proposé à mes vice-présidents au séminaire de rentrée que dans l'année, on fasse bien ce point sur qu'est-ce qui a marché. Il y a des choses qui ont marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, il y a aussi des choses qui n'ont pas marché. Les commissions, même constat que Thomas, avec une désertion très forte des élus, et pourtant à Quimper-les-Communautés, depuis au moins 3 mandats, et probablement avant, on a toujours eu des conseillers municipaux. Voilà, on n'a pas besoin d'être conseiller communautaire pour être membre d'une commission. Mais je fais le parallèle aussi, parce qu'on se dit du mal de nos intercos en regardant ce qui ne va pas bien. Malheureusement, je pense qu'aussi dans beaucoup de communes, dans nos commissions municipales, dans nos conseils municipaux, cette question de la participation, de l'engagement, elle est vraiment aussi questionnée. Donc on doit vraiment se poser la question de l'engagement à ces deux niveaux-là, utiliser les outils d'aujourd'hui, se dire peut-être que trop de démocratie tue de la démocratie. Le mandat dernier, début de ce mandat-ci, j'avais demandé à mes équipes techniques et politiques de vraiment être très attentifs à des comités de suivi sur toutes les politiques publiques, sur le transfert de l'eau à l'assainissement, par exemple, politique transférée à l'unanimité à Quimper-les-Communautés. On a quand même passé, message subliminal, on a quand même passé quelques années de préparation du transfert. On a multiplié les réunions, ce qui, je pense, a conduit à cette confiance totale dans le transfert. Mais ça a pris énormément de temps. Ouais. Et on voit bien qu'on n'arrive plus à faire vivre cette mobilisation. Avec une forme d'épuisement, effectivement, d'élus qui sont parfois encore salariés aussi, hein, il faut le rappeler. On arrive au bout de cet échange.
Je voudrais qu'on conclue et je vais vous mettre encore un petit caillou dans le jardin, puisque cette campagne, elle s'annonce aussi potentiellement, comment dire, remuante, si toutefois les extrêmes dont nous parlait Jean-Luc Moudenc arrivent aussi à prendre encore d'autres villes. Et si Jean-Luc Moudenc nous parlait de LFI, il y a aussi le Rassemblement national, qui peut potentiellement être aux portes de plusieurs villes, qui risque de basculer aussi le règne, la gouvernance des intercommunalités à terme. Comment est-ce que vous voyez ce scrutin à l'aune de ce risque-là et vous pouvez conclure dans la foulée. Thomas, et alors je vais vous demander une discipline olympique. Il va falloir faire ça en 1 minute chacun. Alors du coup, je vais aller à l'essentiel. Oui, bien sûr, les extrêmes, et notamment l'extrême droite, gagnent du terrain, également en Ariège, hein, terre de gauche. Ben, je pense que pour partie, l'intercommunalité peut peut-être contribuer au maintien de cet esprit démocratique. Et moi, je ressors avec cette idée que, ben, quelque part, il faut qu'on soit un peu une intercommunalité de combat. J'aime pas trop le terme combat, mais il faut un peu reprendre le bâton de pèlerin. Oui, on a des forces qui nous sont opposées. Hein, il n'y a qu'à voir projet de budget. Le Rassemblement national dit il n'y a qu'à supprimer les dotations aux collectivités, et comme ça aux intercommunalités, et comme ça on fera des économies. Donc on est dans l'œil du viseur, et je pense qu'on est dans l'œil du viseur parce qu'on dérange, parce qu'on fait les choses différemment, parce qu'on n'est pas dans la petite phrase, parce qu'on essaye de trouver des solutions, parce qu'on est dans cette culture du compromis. En même temps, voilà, oui, on dérange parce qu'on a une autre manière de faire de la politique, et ben, affirmons-le, oui, on a cette autre manière de faire, et oui, on garantit le vivre ensemble dans cet esprit de compromis, et tant mieux. Jean-Luc Moudenc ? Une des raisons pour lesquelles les extrémismes progressent et prospèrent dans notre pays, c'est parce que sur beaucoup de sujets, depuis trop longtemps, les uns et les autres, on n'a pas su répondre aux attentes et aux vrais problèmes des gens. Et souvent, le débat politique, il est déconnecté, il n'est pas en prise avec le réel vécu par les gens. Notre avantage à nous, c'est que, étant enracinés dans la proximité, étant issus d'un scrutin qui est fondamentalement communal, nous sommes ramenés vers les gens tous les jours, lorsqu'ils ont des choses à nous dire positives, comme lorsqu'ils nous engueulent. Et ce que je crois effectivement, c'est qu'il faut qu'on garde absolument cette ligne-là, être à l'écoute et produire des solutions. Parce qu'au fond, les gens, ce qu'ils attendent des élus, c'est qu'ils soient utiles, pas qu'ils soient impuissants. Et donc, à partir du moment où on est à l'écoute et qu'on est capable de produire des projets qui répondent aux besoins des gens, je crois que c'est la meilleure réponse et la meilleure prévention à l'égard de tous les extrémismes. Merci beaucoup. François Cros. Sur le risque des extrêmes, il faut comprendre que c'est le scrutin municipal qui n'est pas du tout adapté. Hein. Ils ont un déficit d'implantation. Les dernières élections en 2020 ont été plutôt un fiasco, à part le RN qui a réussi à renforcer un peu son implantation là où il était déjà. Donc je pense que, compte tenu des enjeux aussi, le RN est fort sur les enjeux de sécurité, d'immigration, de mondialisation. Ce n'est pas des enjeux qui sont les compétences, on va dire, des municipalités. Donc le risque me semble pour l'instant limité. Voilà. Sandra Lenouvelle. Effectivement, souvent, on n'est pas compris, mais nous aussi, on doit aussi réfléchir à la posture que nous avons envers nos populations. On est souvent, nous, les collectivités, les premières à demander à l'État de nous considérer pour ce que nous sommes, de différencier les actions. Et là aussi, un mot, on n'a pas parlé beaucoup finances, mais on n'a pas parlé non plus beaucoup des politiques culturelles. Et je pense aux droits culturels qu'ont nos concitoyens, l'identité culturelle, la construction des projets politiques autour des identités des territoires que nous avons, elle est fondamentale. Reconnaître chacun des individus dans ce qu'il est, dans ce qu'il aime faire le week-end, la semaine et ce qu'il pense, c'est indissociable. Et plus on respectera chacun nos habitants, plus on sera estimé et compris dans les choix que nous ferons publics. Merci beaucoup, Sandra Lenouvelle.
Sébastien Miossac. Évidemment la proximité, évidemment la réponse concrète aux problématiques de nos habitants. Le vote de colère, il est nourri d'abord parce qu'on n'arrive pas à se loger, parce que la voiture coûte cher, parce que etc. etc. En même temps, je ne veux pas qu'on s'auto-flagelle en se disant c'est forcément parce qu'on ne serait pas bon et qu'on aurait mal fait les choses. C'est aussi un fait social, un fait politique au sens national, enfin collectif du terme. Et donc moi, parfois, je regrette que, on l'a dit, nous-mêmes, on se dise on ne fait pas de politique. Eh ben si, moi je pense que il faut s'engager, il faut se battre, parce que voilà, si on veut que 2027 se passe, enfin 2027 ou pas d'ailleurs, Édouard Philippe c'est peut-être mieux que nous la date de la prochaine présidentielle. Désolé Édouard. Mais voilà, donc les prochaines élections nationales, en tout cas, je ne sais pas quand elles auront lieu, mais voilà, comment elles vont se passer, et en tout cas, voilà, c'est aussi une question de combat, de pratique, de résultats locaux, mais aussi de sujets, y compris la place des réseaux sociaux, comment on arrive à faire une société plus sereine, plus raisonnable, même si certains n'aiment pas ce mot, moi je revendique d'être un raisonnable. La radicalité de la raison. Merci.